Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les frontières en débat. C'est l'axe 2 du thème d'AGGSP en première sur les frontières. Donc dans cet axe 2, comme son nom l'indique, on va parler des débats que posent les frontières. Alors, tout d'abord, les frontières ont ici une acception totalement géopolitique et on parle bien de la ligne qui sert de délimitation entre deux États. Et donc ces frontières font débat ici en étant des sources de tensions potentielles entre les États qui peuvent déjà les reconnaître ou ne pas les reconnaître et les définir ou ne pas les définir. En effet, la frontière réclame une reconnaissance juridique de la part des États riverains qui peut être fait par un traité mutuel ou par une reconnaissance internationale par l'ONU également. Et là donc la définition et la reconnaissance de ces frontières peuvent être source de débat. Alors rapidement, on peut prendre un exemple type de cela, ce qui est la frontière israélo-palestinienne. L'État israélien en 1948 fait une guerre et tente de faire reconnaître ses frontières à l'ONU. Ce qu'il arrive à faire, malgré le fait que les Anglais ne soient pas d'accord, puisque c'était pas la division qu'ils avaient prévue dans la colonie de Palestine. À la suite de cela, plusieurs guerres vont faire contre d'abord les États arabes, donc ce sera contre la Jordanie, la Syrie et l'Égypte, guerre contre en 67 qu'on appelle la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour en 73, qui conduisent à la victoire d'Israël les deux fois et à des gains territoriaux substantiels comme le plateau du Golan contre la Syrie, mais également le Sinaï contre l'Égypte en 67. Et comme sur la photo on voit les accords entre Menahem Begin et Anwar el-Sadat, les accords de Camp David sous l'égide du président Carter à la fin des années 70. Et là, justement, les Égyptiens reconnaissent les frontières israéliennes et récupèrent le Sinaï. Et donc là, on voit que la reconnaissance de la frontière aura été le fruit d'un long processus, d'abord militaire, mais ensuite et surtout diplomatique, pour la reconnaissance de cette frontière israélienne. Bien sûr, ceux qui ne verront pas leurs frontières reconnues et leur État reconnu, ce seront les Palestiniens, donc c'est-à-dire les habitants musulmans de la zone dominée par Israël, qui auront certes des espaces qui leur seront réservés, mais qui n'ont pas un statut d'État, et donc ce ne sont pas à potentiellement des frontières, à proprement parler, des frontières internationales, et qui donc sont dans ce qu'on appelle des territoires palestiniens, à savoir la bande de Gaza et la Cisjordanie, comme on le voit sur cette carte. Donc, les frontières réclament une reconnaissance et une définition. Donc, quelles sont les modalités des débats autour des définitions des frontières? C'est ce qu'on verra dans ce tutoriel. D'abord, dans le jalon 1, on verra que reconnaître juridiquement une frontière qui fait débat peut être compliqué et être un long processus. On le verra au travers de l'exemple de la frontière germano-polonaise. Et enfin, on verra comment on peut définir juridiquement une frontière et les débats que cela implique. Et là, on prendra comme exemple les frontières maritimes et le droit de la mer. Petit point de définition. On définit deux types de frontières, la frontière de facto, de fait, et la frontière de jure, de droit. On l'a vu dans l'introduction. Ici, donc, on verra plutôt les frontières de jure, donc frontières de droit. Comment, progressivement, le droit va faire en sorte que la frontière de droit finisse par correspondre à la frontière de fait. Et comment, progressivement, les États vont reconnaître les frontières qui sont les frontières de fait par des traités. Et ça peut être très long. Ça peut durer 60 ans. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce premier point, sur la reconnaissance des frontières avec la frontière germano-polonaise. Alors la frontière germano-polonaise, elle est intéressante. Tout d'abord parce que la Pologne, qui est un État relativement jeune dans l'histoire, puisque c'est un État qui est né au 19e siècle, a eu des frontières extrêmement mouvantes, comme on le voit sur cette carte, au 19e siècle, mais aussi surtout au début du 20e siècle. Pourquoi? Parce que c'est un État tampon entre deux puissances importantes, à savoir la Prusse puis l'Allemagne à l'ouest, et bien sûr la Russie, tsariste puis communiste à l'ouest. Dans les frontières polonaises, celle qu'on va étudier beaucoup plus spécifiquement, c'est la frontière entre l'Allemagne, qu'on appellera germano, et la Pologne polonaise. Cette frontière, on l'appelle aussi la ligne Oder-Neisse, parce qu'elle se trace, comme vous le voyez sur cette carte, sur le fleuve Oder et son affluent principal, la Neisse, qui est au sud. Cette frontière germano-polonaise a été tracée par un accord entre la RDA et
la Pologne, donc la RDA c'est la République démocratique d'Allemagne communiste, et la Pologne en 1949-1950 lors de la constitution de la RDA, et elle a été reconnue par ces deux États. C'est là que naît le problème. Cette frontière ne sera jamais reconnue dans un premier temps par la RFA qui est l'Allemagne de l'Ouest. En effet, il y a différentes raisons qu'on verra qui empêchent de la reconnaître. Alors, pour raconter l'histoire de cette frontière et l'impossibilité de cette reconnaissance, on va dans un premier temps faire l'histoire qui précède, pour que vous compreniez, donc on va faire un récit sur ce qui précède, et après on fera un récit. On expliquera pourquoi c'est impossible pour les Allemands de le reconnaître, et pourquoi finalement, ils vont être finalement obligés de le reconnaître. Quand je dis les Allemands, je parle des Allemands de l'Ouest. Alors tout d'abord, d'où elle vient cette ligne Oder-Neiße. Alors, nous sommes en 1919 au traité de Versailles. L'Allemagne subit des conditions dures de défaite que lui soumettent la France, principalement, et Clémenceau, mais également les Anglais, et les Américains ne sont plus là, mais les Anglais. Du coup, l'Allemagne perd de grands territoires, et la Pologne devient un État souverain avec un territoire conséquent. Il est en rouge ici. L'Allemagne est séparée en deux parties, avec l'Allemagne, la partie principale, quoi, et l'Ostpreußen, donc la Prusse orientale, qui est séparée par un canal, qui s'appelle le canal de Danzig, et dans lequel la ville de Gdansk, en Pologne, ou Danzig en français, et cette ville sépare en fait l'Allemagne en deux parties. Alors ça, pour les Allemands, c'est inacceptable, et ça fera partie des premières revendications d'Hitler dans la notion de Lebensraum, l'espace vital. Et du coup, en plus de ça, la Pologne possède un accès à la Baltique, et qui est important pour elle pour être une nation maritime. Sinon, elle est une nation qui n'est pas maritime. L'Allemagne est donc frustrée de cette extension en polonaise, et rapidement, la Pologne va être dans le viseur. Lors de la reconquête allemande des années 30, les Allemands vont d'abord s'intéresser à la Tchécoslovaquie, en reconquérissant les Sudètes puis la Bohême-Moravie en 1938, et la Pologne est dans le viseur. La Pologne s'allie aux Anglais. Pour les Polonais, il n'est pas question de s'allier aux Russes. Hein. Bien sûr, les Russes sont l'ennemi à l'Est, et il n'est pas question de s'allier aux Russes communistes à ce moment-là. Sauf que les Polonais ne le savent pas, mais ils sont pris entre deux feux, et les Anglais ne leur reviendront pas en aide. En effet, les Anglais ne signent pas un pacte avec les Russes, mais les Russes signent un pacte avec les Allemands. C'est le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Et le 1er septembre, tout le monde passe à l'attaque. Les Allemands passent à l'attaque, envahissent la Pologne. En 3 semaines, l'armée polonaise est décimée, et la Pologne n'existe plus. Elle est séparée entre l'Allemagne et la Russie, comme on le voit sur cette carte. Donc la Pologne n'existe plus. La guerre se passe, et dans un premier temps, c'est les Allemands en 1941 qui lancent la conquête de la Russie dans l'opération Barbarossa. La Pologne est alors utilisée par les Allemands comme une terre brûlée, un espace dans lequel les Juifs polonais seront massacrés, donc les Juifs Askénates, et surtout, il y aura les camps de concentration de Auschwitz, Birkenau, Treblinka, que vous connaissez, sont tous situés en Pologne. La Pologne, en plus, va subir un lourd tribut parce que son armée va être détruite par les Russes. C'est le drame de Katyn, où tous les officiers polonais sont tués en 1940 dans la forêt de Katyn, qui est vers la Biélorussie actuelle, pour liquider définitivement cette nation ennemie qu'est la Pologne. D'ailleurs, commémoration du drame de Katyn en 2010, qui vaudra un deuxième catastrophe. Lors des 70 ans du drame de Katyn, il y a eu un accident dont on ne sait pas si c'est un accident, qui amène à la mort du Premier ministre polonais Lech Kaczyński dans un accident d'avion, l'avion s'écrasant à 2 km de l'aéroport dans des circonstances un peu troubles. Et là encore, une grande partie du gouvernement polonais sera mort. Vengeance des Russes ou sur ces Polonais qui voulaient aller commémorer chez eux leur drame. Bref, la Pologne en 1940 est complètement vaincue. Dans un premier temps par les Allemands, qui l'envahissent et qui mettent les camps de concentration. Mais dans un deuxième temps, c'est les Russes qui repartent à l'attaque et qui en 1944 récupèrent la Pologne. La Pologne devient alors un État communiste vassal de Moscou, et d'ailleurs le pacte de Varsovie sera signé, qui est l'alliance entre les pays d'Europe de l'Est, militaire soumise à Moscou, sera signé à Varsovie, la capitale polonaise. Donc nos amis polonais sont communistes. Tout de suite, ils sont donc dans le camp de la Russie et doivent obéir à la Russie. Et donc, c'est le premier point dans lequel on va voir que la frontière qui est fixée entre la RDA et
la Pologne est inacceptable pour la RFA, on va expliquer pourquoi. Donc, en 1948-1949, deux États se constituent en Allemagne. La RDA, République démocratique d'Allemagne, dominée par le Parti communiste, qui est un État communiste, et qui est la zone, en fait, occupée, la zone d'occupation soviétique, et la RFA, qui rassemble, comme on voit sur cette carte, les zones d'occupation américaines, françaises et anglaises. Progressivement, deux États séparés se constituent, et la situation de berlinoise étant particulière, comme on voit sur cette carte, puisque Berlin est une île de la RFA au milieu de la RDA, puisqu'il y a des zones d'occupation américaines, anglaises et françaises à Berlin. Les deux États ne se reconnaissent pas mutuellement. C'est-à-dire que pour chaque État, l'Allemagne est une et indivisible. C'est une situation, on va dire, provisoire. Seulement, la RDA reconnaît le 6 juillet 1950 la frontière avec la Pologne, sous pression de la Russie, l'URSS, qui chapeaute la protection de ces deux États. Donc là, on voit un timbre qui fête cette reconnaissance le 6 juillet 1950, et la ligne Oder-Neisse est consacrée comme une frontière de paix à ce moment-là, Friedensgrenze. Alors, tout de suite, pour Konrad Adenauer et pour les Allemands de l'Ouest, cette situation est inacceptable. Comme on le voit sur cette affiche de la CDU, Niemals Oder-Neisse Linie, il wählt CDU, donc jamais la frontière Oder-Neisse, votée pour la CDU. La CDU considère que c'est arracher la Poméranie, la Silésie, mais également la Prusse orientale, des terres historiques allemandes importantes à la nation allemande, et il n'est pas question que cela soit arraché. D'autant que les populations allemandes sont très importantes dans ces zones-là, et que 8 millions d'Allemands doivent fuir vers la RDA et vers la RFA, que la RDA et la RFA sont en pleine reconstruction, des espaces appauvris, donc l'Allemagne, les Allemands ne peuvent pas supporter cette humiliation. Il y a des camps d'accueil de réfugiés qui se construisent partout en Allemagne, comme on le voit sur cette photo en Bavière, et la situation pour les Allemands est difficile. Bon, alors, il faut quand même le dire, la Poméranie, par exemple, ou même la Prusse orientale, c'est le berceau de la civilisation allemande. Tu prenais par exemple Königsberg, qui est la ville de Kant. Emmanuel Kant, c'est le grand philosophe allemand. Donc maintenant, Königsberg, c'est Kaliningrad, qui est en Russie. Et là, qui revient à ce moment-là, qui est perdu définitivement. Donc les Allemands, pour eux, il n'est pas question d'accepter cette division. Cette division est d'autant plus inacceptable pour les Allemands que, en fait, ils observent bien qu'elle est en faveur uniquement de l'URSS. L'URSS qui récupère beaucoup de territoires orientaux de la Pologne, autour de la ville de Lviv, de Brest, et toute la partie orientale de la Pologne revient à l'URSS, qui avance considérablement, et du coup, pour contenter les Polonais mangent du territoire sur l'Allemagne. D'autant que la Pologne et la RDA étant soumis à l'URSS, c'est un peu le diktat de Moscou que doivent subir les Allemands de l'Ouest. Donc les Allemands de l'Ouest, eux, pour eux, il n'est pas question de reconnaître cette frontière dans un premier temps, et ils vont s'acharner sur le fait de ne pas la reconnaître. D'ailleurs, la Grundgesetz, donc la constitution de la RFA, la loi fondamentale allemande, qui est adoptée le 23 mai 1949, considère que la RFA n'est pas un nouvel État, mais l'organisation d'une partie de l'Allemagne, et elle ne se considère pas comme successeur en droit du Reich allemand. Et elle reconnaît l'unité du Reich allemand, et du coup, elle se sent responsable de l'ensemble de l'Allemagne, et à ce titre, elle peut parler au nom de l'ensemble des Allemands et ne pas reconnaître cette frontière germano-polonaise. D'ailleurs, les Allemands de la RFA ne reconnaissent pas la RDA dans un premier temps comme un État, parce qu'il ne faut pas non plus reconnaître cette frontière et cette perte territoriale, mais aussi cette perte sentimentale et cette perte importante pour les populations allemandes. Cependant, la position des Allemands va progressivement évoluer. Alors cette situation va évoluer dans les années 70, au début des années 70, lors de la détente. Les Allemands de l'Ouest et le chancelier Willy Brandt sont marqués par la construction du mur de Berlin en 1961 et veulent tout faire pour apaiser les relations avec l'Allemagne de l'Est. Ils vivent cette frontière cette séparation des Allemands comme un drame. Aussi, progressivement, Willy Brandt, qui va devenir chancelier de l'Allemagne entre 69 et 74, va vouloir un apaisement et va lancer ce qu'on appelle l'Ostpolitik, la politique de l'Est, et il va vouloir reconnaître progressivement la RDA. Alors,
dans un premier temps sans reconnaître ses frontières, mais reconnaître la RDA. Donc déjà, il s'agit de normaliser les relations avec tout d'abord Moscou, mais aussi avec la RDA. Donc en 1970, il y a un traité signé entre la RFA et Moscou qui reconnaît l'inviolabilité des frontières et du coup de reconnaître de manière indirecte la RDA. Euh, et du coup, comme le titre Der Spiegel, c'est la fin d'une illusion sur la ligne Oder-Neisse-Grenze, puisque la frontière est de fait acceptée par Willy Brandt et par l'Ostpolitik. Alors pourquoi il fait ça? Tout simplement pour apaiser les relations avec la RDA, pour considérer pour discuter d'un rapprochement avec la RDA et surtout parce qu'ils espèrent la réunification. Et la reconnaissance définitive intervient par un texte du Bundestag que vous avez ici sous les yeux en 1990, le 21 juin. Donc le mur de Berlin chute en 89. Ensuite, c'est la Wiedervereinigung, la réunification entre la RDA et la RFA. Et du coup, à ce moment-là, le Parlement allemand exprime sa volonté de voir le traité de frontière entre l'Allemagne unie et la République de Pologne définitivement confirmé par le traité de droit international comme le tracé entre l'Allemagne, la République démocratique d'Allemagne, donc la RDA, et la frontière existante avec la Pologne. Donc les Allemands reconnaissent le traité signé le 6 juillet 1950, et cette ligne est définitivement reconnue comme la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Voilà, on voit que les Allemands ont mis 45 ans à avaler la couleuvre et à accepter cette frontière et à la reconnaître juridiquement. Et donc on voit que le processus de reconnaissance peut être long et complexe dans le cas d'États comme l'Allemagne et la Pologne. Alors, cette reconnaissance des frontières peut être difficile dans les cas suivants. Quand les frontières sont inacceptables pour certains États parce qu'elles sont imposées par l'extérieur. Ici, c'était le cas, pour les frontières, la frontière est inacceptable pour la RFA parce qu'elle est imposée par l'URSS. Ensuite, la frontière peut être inacceptable et ne pas être reconnue si on sépare un même peuple. Donc c'est-à-dire si un peuple il a une autre partie de son peuple qui est de l'autre côté, et ben c'est inacceptable. Et ben dans ce cas-là, c'était inacceptable pour les Allemands parce qu'il y a une grande partie des Allemands qui se retrouvent en Pologne, 8 millions de personnes, et du coup c'était inacceptable que ces Allemands-là ne fassent pas partie de l'Allemagne. Ensuite, la frontière peut être inacceptable parce que on veut mener une lutte politique. Et ça peut être un argument, on ne reconnaît pas parce qu'on veut mener une lutte politique pour rediscuter cette frontière. Et donc on ne reconnaît pas volontairement pour mener une lutte politique. Enfin, ce qu'on peut noter quand même, c'est que le temps, globalement, joue pour la reconnaissance. Si le temps passe, progressivement, les populations vont s'habituer, il va y avoir une certaine acceptation par la normalisation, et le temps joue pour l'acceptation de la frontière. Voilà pour les différents arguments qui conduisent à la reconnaissance d'une frontière. Alors maintenant, dans un second temps, on va voir comment on définit de nouvelles frontières en prenant l'exemple du droit de la mer et la définition des frontières maritimes. Alors on se demandera comment les États ils constituent des frontières maritimes pour étendre leur souveraineté sur des espaces maritimes et comment ils essayent d'étendre ces frontières pour s'approprier de nouveaux territoires. Alors tout d'abord déjà, on va voir l'aspect eau territoriale et zone économique exclusive. Donc, ça me permet tout de suite d'aborder un point. Il y a 3 types de territorialisation des mers, par le droit. Tout d'abord, il y a les eaux territoriales. Au-delà de 12 miles nautiques, en deçà de 12 miles nautiques, c'est les eaux territoriales. Donc ça veut dire qu'elles appartiennent à 100% à l'État. L'État, il fait ce qu'il veut à l'intérieur. Il peut en limiter la circulation et il a l'exploitation totale. Ensuite, il y a la zone économique exclusive. C'est jusqu'à 250 miles nautiques vis-à-vis par rapport au trait de côte. Cette zone économique exclusive, l'État, il doit garantir une liberté de circulation. Par contre, il a le monopole de l'exploitation des ressources halieutiques et minières qui se trouvent dedans. Au-delà de cette zone économique exclusive, l'État peut demander une extension de cette zone économique exclusive sur ce qu'on appelle le plateau continental. Et ça se justifie par le fait que si la mer peut appartenir aux États, c'est que c'est un continuum avec la terre adjacente. Et donc du coup, si le plateau continental continue, il appartient encore à l'État, donc on peut repousser jusqu'à 350 miles nautiques. Là, c'est un peu moins de 600 km, la zone qui appartient à l'État, la zone économique exclusive. Donc voilà pour les différentes zones maritimes. Alors tout d'abord, on va voir que ce droit de la mer, il date du XVIIe siècle, où la Mare Liberum, émise par le Hollandais Grotius, devient une idée. C'est-à-dire qu'on pense que les États peuvent avoir une souveraineté sur 3 miles nautiques, qui est la portée d'un coup de canon, mais ensuite la mer doit être libre pour faciliter le commerce. Sauf que
cette situation change après 1945. Après 1945, déjà le président Truman émet l'idée que la terre qui est sous la mer appartient aux pays adjacents, et donc du coup il y a une légitimité à se l'approprier, ce qu'on appelle c'est la déclaration Truman en 1947 qui émet cette idée. Et ensuite, il y a l'idée qui se développe, notamment dans les pays décolonisés, que les espaces maritimes ne doivent pas être pillés par d'autres pays. C'est-à-dire que les pays européens peuvent profiter des espaces maritimes, par exemple, de pays africains, et pêcher allègrement à l'intérieur. Et donc l'idée, c'est de contrôler ces espaces maritimes et de faire en sorte qu'ils appartiennent réellement aux pays adjacents. Et donc se développent des négociations pour émettre un droit de la mer. Donc en 1982, à Montego Bay, en Jamaïque, la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer voit le jour et définit les zones économiques exclusives que je viens de présenter. Cela pose déjà des problèmes, puisque les États doivent définir leur zone économique exclusive, mais forcément aux dépens d'autres. Parce que quand le trait de côte, peut être complexe, et ben les États peuvent ne pas être d'accord avec la définition que fait un autre État. On va le voir tout de suite. Alors ensuite, comment on définit ces frontières dans un souci d'appropriation des ressources maritimes. En effet, les États vont essayer de se définir des frontières maritimes qui leur permettent d'exploiter les ressources. Alors tout simplement, parce que depuis 30-40 ans, il y a des possibilités d'exploitation des ressources minières qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus profondes, et la prospection sous-marine devient importante. Le pétrole offshore et le gaz offshore vont bientôt représenter 40% des exploitations, et donc du coup il est très intéressant d'exploiter ces eaux territoriales. Les ressources halieutiques, qui sont en général plus fortes proches des côtes du fait des upwelling, donc des remontées de courant froid, sont également importantes dans la définition des frontières, et donc les États vont avoir tendance à vouloir définir des frontières qui leur permettent d'exploitation, et vont dans ce cas-là rentrer dans de grandes tensions avec leur État voisin si la définition de ces frontières fait conflit et que les États ne sont pas d'accord. Donc c'est le cas par exemple de la tension entre la Russie, entre la Turquie et la Grèce. Vous voyez ici sur la carte l'îlot de Castellorizo, et la Turquie fait des prospections pétrolières dans les eaux grecques au sud de cette île de Castellorizo, et la Turquie veut une définition de la zone économique exclusive qui prenne par définition le plateau continental, mais les Grecs refusent parce qu'ils ont plein d'îles dans la mer Égée à proximité de la côte turque. Ainsi, la mer Égée devient un lac grec, ce que les Turcs refusent et souhaitent avoir eux aussi une partie des eaux de la mer Égée pour exploiter le pétrole. Aussi, au niveau de l'îlot de Castellorizo, que vous voyez là, les eaux sont extrêmement disputées puisque les Turcs veulent récupérer dans un but d'exploitation des richesses du sous-sol. Ensuite, comment on définit ces frontières maritimes? Tout simplement en les protégeant et en essayant de contrôler ces espaces devenus gigantesques, parce que ces frontières, il faut qu'elles existent opérationnellement. La France, par exemple, détient 10,2 millions de kilomètres carrés, c'est la deuxième ZEE du monde, et bien il faut une marine pour la surveiller, d'autant que la France a demandé des extensions de son plateau, de sa zone et de son plateau continental. De plus, certains pays ont du mal à faire respecter leurs zones économiques exclusives, et la France intervient par exemple dans le golfe de Guinée ou en Somalie pour limiter la piraterie et aider les pays à contrôler leurs eaux territoriales, mais également leurs zones économiques exclusives, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'exploitation et de pêcherie sauvage, notamment avec des bateaux chinois au long cours. Et donc, pour s'approprier un espace, il faut aussi le contrôler, il ne suffit pas simplement d'avoir des frontières, et cela réclame des moyens maritimes intenses que seuls les grands pays développés ont, avec des vraies marines, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France. On peut étendre ces frontières maritimes sur le plateau continental. Donc le plateau continental, comme on l'a expliqué, c'est le continuum de la Terre. Alors, il serait légitime de s'approprier parce qu'en fait, ce serait ni plus ni moins que la Terre, la continuité de la Terre. Et on peut faire une demande à l'ONU auprès de la Commission des Nations Unies pour le droit de la mer pour gagner sur la haute mer, et donc pour avoir une extension de son plateau continental. Donc, de nombreux pays l'ont fait, on le voit sur cette carte, et il y a de nombreuses demandes en bleu foncé. La France a également fait elle-même de nombreuses demandes d'extension de son plateau continental, comme on le voit en Guyane. Sauf que donc il y a une course à l'extension, notamment de la part des pays développés qui souhaitent exploiter potentiellement ces pays, ces zones
ces nouvelles zones économiques exclusives si elles ont du pétrole, ou du moins il faut de la prospection. Mais c'est aussi tout simplement par sécurité que si jamais il y a quelque chose, et ben au moins c'est fait. Cependant, cela peut amener à des tensions importantes entre les États, notamment en Guyane, si on prend l'extension du plateau continental français, tout simplement parce que la délimitation qui est choisie pour séparer les eaux guyanaises, donc les eaux françaises des eaux du Suriname, peut varier. Il suffit d'elle varie de 1 degré. Alors au niveau de les eaux territoriales et de la ZEE proche, ce n'est pas énorme. Par exemple, la prétention française est à 27 degrés, alors que la prétention surinamaise est à 32 degrés, mais sauf que plus on avance dans la mer, plus la zone est immense. Et du coup, là, les demandes d'extension de plateau continental vont se percuter les unes aux autres et montrent bien des tensions importantes et pour l'appropriation de ces zones du plateau continental. On peut prendre comme dernier exemple l'Arctique. Donc l'Arctique qui est une zone dans le nord dans le Grand Nord qui fait l'objet de débats sur l'appropriation du Grand Nord. Donc les pays veulent étendre leur zone économique exclusive et il y a des revendications sur les zones internationales, donc sur la haute mer liées à l'Arctique. Donc là aussi c'est pour des questions pétrolières, aussi militaires. Donc on voit sur cette carte que les revendications se chevauchent et que par exemple le Danemark, la Russie ont des demandes convergentes opposées. Voilà. Ainsi, les frontières maritimes sont longues et difficiles à être reconnues. Une fois qu'elles seront reconnues et acceptées par la Commission des Nations Unies pour le droit de la mer, encore faut-il qu'elles soient respectées, car en effet, tous les États ne sont pas signataires de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer, à commencer par les États-Unis, qui a la première ZEE mondiale, ce qui est quand même embêtant, ou même d'autres États comme la Turquie par exemple. Et en plus de cette reconnaissance, il faut le contrôle, et là, pour le contrôle de ces zones maritimes, c'est encore une autre affaire. Les frontières maritimes sont donc une extension de la volonté des territoires de se l'approprier, et à l'avenir, on peut se demander si l'espace aérien, qui est aussi une forme de frontière, ne sera pas une volonté d'appropriation des espaces et ne fera pas l'objet de règles de droit. Mais ça, c'est une autre question. En tous les cas, on voit bien que l'aspect frontière dans notre monde n'a jamais été aussi important, n'a jamais été autant source de tension, que ce soit du point de vue de la reconnaissance, comme on l'a vu avec l'exemple germano-polonais, mais ça pourrait totalement être le cas aujourd'hui avec les frontières ukrainiennes, que les Russes veulent voir repousser, et les frontières ukrainiennes qui, entre 2014 et 2021, n'ont pas été reconnues par le droit international, la Crimée et le Donbass étant de facto en Russie, et de jure en Ukraine, et on retombe sur nos pattes. La reconnaissance et la définition des frontières, c'est une démarche longue et complexe que je pense que nous avons bien explicité dans ce tutoriel. Je vous souhaite un bon devoir et à bientôt pour un nouveau tuto.